C'est fou d'imaginer ça, mais mettons-nous un instant dans ce scénario. Que se passerait-il si demain matin, notre compte en banque tombait soudainement à zéro, mais que, paradoxalement, notre sentiment profond de sécurité personnelle montait en flèche? Ah oui, c'est une idée qui va vraiment à l'encontre de, toutes les lois de l'économie moderne avec lesquelles on a grandi. Totalement. Et c'est justement la mission de notre exploration d'aujourd'hui. On va plonger dans un document philosophique hyper intrigant qui s'appelle Philosophie du Bib. Le but, c'est vraiment de comprendre ce changement de paradigme assez radical. En gros, la véritable sécurité économique et psychologique, elle ne dépendrait plus de notre pouvoir d'achat, mais plutôt de la densité de nos liens. C'est exactement la thèse centrale de cette source, oui. L'auteur explique en fait que le système économique actuel maintient sa force, pas forcément par la contrainte financière stricte, mais par la puissance d'un récit qu'on partage tous. Une sorte de mythe collectif, quoi. Voilà. Et proposer une alternative, c'est pas juste avancer une nouvelle théorie monétaire un peu complexe, c'est carrément proposer une nouvelle mythologie de l'existence. Le document appelle le modèle dominant d'aujourd'hui la pyramide, et en face, il propose un écosystème naissant basé sur le local qui s'appelle l'archipel. Ce qui est super pertinent pour ceux qui nous écoutent, je pense, c'est que la pression financière au quotidien, l'angoisse de l'inflation, c'est des fardeaux que beaucoup de gens portent. Donc, voir ce que ça donnerait de redéfinir totalement la richesse, ça fait du bien. D'accord, décortiquons un peu tout ça. Quelles sont les règles de ce récit de la pyramide selon le texte? Alors, selon le document, la pyramide repose sur un truc inébranlable, l'axiome de séparation. Dans ce modèle, l'individu est conçu pour être isolé et dépendant. Et il y a trois mécanismes cliniques pour maintenir ça. Ok, lesquelles? Le premier, c'est la monétisation absolue du vivant. En gros, chaque interaction humaine finit par devenir une transaction marchande froide. Le deuxième, c'est le monopole d'une monnaie unique, un vrai goulot d'étranglement. Mhm. Et le troisième? Autres joueurs autour de la table. C'est une super métaphore. On t'oblige à construire des murs toujours plus hauts pour te protéger du manque. Et donc, l'archipel, que la source appelle aussi la Terre Éco, change ses règles comment, concrètement? L'archipel remplace cette séparation par une interdépendance consciente. L'individu n'est plus isolé, il devient, je cite, souverain et relié. Et pour ça, le texte parle d'un outil monétaire spécifique, la mona. C'est une unité de temps. Attends, une unité temps. C'est-à-dire que le temps remplace l'argent. C'est ça. Dans ce système, une heure de vie a exactement la même valeur économique pour tout le monde. Mais si on pousse la logique jusqu'au bout, ça voudrait dire qu'une heure de neurochirurgie super pointue vaut la même chose qu'une heure passée à, je sais pas, balayer un entrepôt. Ça détruit pas toute envie de faire des efforts ou de se spécialiser, ça? Ah, c'est la critique classique, et c'est hyper naturel de se poser la question. Le document y répond en changeant complètement la définition de la valeur. C'est-à-dire? Dans la pyramide, c'est la rareté d'une compétence sur le marché qui justifie de te payer extrêmement cher, ce qui crée des hiérarchies. Dans l'archipel, avec la Mona, on ne rémunère pas la compétence, on sanctuarise le temps de vie. Parce que le temps est fini pour tout le monde, c'est ça? Et la spécialisation ne disparaît pas, elle est juste motivée par autre chose, l'utilité sociale, la reconnaissance du groupe ou juste la passion du métier. Ok, je vois l'idée philosophique. Mais sur le plan strictement macroéconomique, la source dit que cette monnaie annule l'inflation. Comment c'est possible? Mécaniquement parlant, l'inflation, ça semble inévitable, non? Eh bien, l'argument de l'auteur repose sur la création monétaire. L'inflation actuelle, elle est liée à l'émission de dettes avec des taux d'intérêt. L'auteur appelle ça le virus du système. Quand une banque crée de l'argent via un prêt, elle exige qu'on rembourse plus que ce qu'elle a prêté. Ah oui, avec les intérêts. Donc ça oblige le système à grandir tout le temps. Voilà, une croissance perpétuelle forcée qui dévalue la monnaie. La mona, par contre, elle est indexée sur une constante physique, le temps humain écoulé. Une banque centrale peut pas décider de dévaluer une minute, tu vois. Hmm, c'est vrai. C'est un changement de logiciel hyper profond. Et je suppose que ça touche aussi à notre rapport aux objets. Je me rappelle que le texte parlait de la réparation comme d'un acte de résistance. Tout à fait. La pyramide, c'est l'obsolescence programmée, le jetable. L'archipel, c'est l'inverse. Prendre le temps de réparer un objet, c'est pas vu comme un aveu de pauvreté parce qu'on peut pas acheter neuf. C'est vu comme de la gratitude pour les ressources de la planète et pour le travail de l'artisan initial. C'est beau, mais du coup, si on abandonne le volume des ventes et la croissance financière, on perd notre boussole. Comment ce nouveau monde fait pour mesurer sa réussite sans regarder le fameux produit intérieur brut, le PIB?
Ce qui est fascinant ici, c'est précisément la critique que fait le document du PIB. L'auteur trouve que c'est une métrique complètement toxique, parce que le PIB ne fait pas la différence entre une transaction positive et une transaction générée par la destruction. Attends, t'as un exemple de ça? Oui, le texte prend l'exemple d'un accident de voiture grave. Donc un carambolage, c'est bon pour l'économie? Pour le PIB, oui. Il y a les soins médicaux, la dépanneuse, les pièces de rechange, l'assurance qui augmente pour tout le monde. Ça génère énormément de transactions monétaires. Le PIB enregistre ça comme un super pic de croissance. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Le PIB mesure juste la vitesse à laquelle l'argent tourne, même si c'est à cause d'une catastrophe. Et donc, l'archipel propose quoi à la place? Le BIB, le bonheur intérieur brut. Je me fais un peu l'avocat du diable, mais le bonheur c'est hyper subjectif, non? Baser toute une économie sur un truc aussi abstrait qu'une émotion, c'est pas un peu naïf? L'auteur s'attendait exactement à cette objection. Il précise que le BIB, c'est pas juste mesurer la joie ou l'humeur des gens. C'est basé sur des données super tangibles. Quel genre de données? La qualité, la densité des liens sociaux. Le niveau d'autonomie locale, par exemple. Est-ce que le quartier produit sa propre énergie ou nourriture? Et surtout, le volume de temps libre récupéré. Ah, donc c'est très mesurable en fait. Oui, l'idée, c'est que dans la pyramide, on s'épuise à travailler pour espérer acheter du temps plus tard. Dans l'archipel, on s'organise dès maintenant pour être le temps. Être le temps, c'est joliment dit. Mais comment on fait la transition? Parce que là, on est en plein dans le modèle du PIB. On peut pas juste tout couper du jour au lendemain sans que tout s'effondre. C'est pour ça que la source rejette l'idée d'un effondrement brutal. L'auteur parle de membrane et d'une transition par osmose. Il utilise une métaphore géniale issue de la permaculture sociale. Ah, l'analogie avec l'arbre. C'est ça. Le capitalisme actuel, c'est comme un vieux chêne immense mais qui meurt à petit feu. Si tu l'abats à la tronçonneuse d'un coup, il va écraser toute la forêt en tombant. Ce serait catastrophique pour tout le monde, oui. Donc à la place, l'approche de l'archipel, c'est de planter des arbres fruitiers et des légumes tout autour, dans l'ombre du chêne. Tu utilises même le chêne pour protéger les jeunes pousses du vent. Et quand le chêne tombera de lui-même, la forêt nourricière sera déjà mature pour prendre le relais. C'est ce qu'ils appellent la paix économique. C'est une image super puissante au niveau global. Mais si on ramène ça au quotidien d'une personne normale face à un problème concret, comment cette forêt nous protège? Parce que le document parle d'une organisation en réseau, l'arborescence en T. C'est quoi ce fameux T exactement? Alors le T, c'est visuel. La barre verticale, c'est ton expertise profonde, ton métier, ce que tu sais faire de mieux. Plomberie, informatique, maraîchage, peu importe. Et la barre horizontale? C'est ta capacité à te lier aux autres, à interagir avec des gens qui ont d'autres barres verticales. Ça crée un maillage où chaque besoin fondamental est couvert par le groupe. Et il y a cet exemple super prosaïque dans le texte pour illustrer la différence de résilience. L'histoire du poêle à bois en plein hiver. Exactement. Imagine, on est en janvier, il fait super froid et la vitre de ton poêle à bois se casse. L'angoisse totale. Dans la pyramide, si t'es isolé, ton taux de cortisol explose. Ta seule solution, c'est de trouver un artisan dispo et d'avoir assez d'argent sur ton compte pour payer la réparation. Donc ta sécurité thermique dépend à 100% de ta liquidité financière. Si le compte est vide, t'es en danger. C'est marrant, ça me fait penser à la batterie d'un téléphone en fait. Comment ça? La monnaie traditionnelle, c'est comme une batterie qui se vide à chaque imprévu. T'es tout le temps en train de regarder le pourcentage baisser avec angoisse. Mais avec ce réseau en T, ça marche à l'envers, non? Si l'on relie cela à la vision globale de l'auteur, c'est exactement l'inverse, oui. Face à la même vitre brisée, dans l'archipel, tu actives ton réseau. Le texte appelle ces contacts tes potentiels, un petit jeu de mots avec potentiel. J'adore le terme, c'est très visuel. Si tu as 5 contacts qualifiés, un voisin qui connaît les normes, un autre qui a une vieille vitre de récup, un troisième qui peut te prêter un chauffage électrique en attendant, le problème est réglé avant même de générer une anxiété financière. Ce qui veut dire que ton réseau, contrairement à l'argent, il s'épuise pas quand tu l'utilises. Au contraire, les liens se renforcent. C'est comme un muscle qui grossit à chaque fois qu'on le sollicite. On n'a plus peur du manque. Voilà, un problème ne te fait plus ressentir de l'impuissance. Ça devient une occasion d'activer ce tissu social. C'est ton véritable système immunitaire. C'est super robuste sur le papier, mais la friction avec ces idées communautaires, c'est toujours la pratique. Construire ce réseau, ça a l'air de demander des réunions interminables ou une bureaucratie locale dingue. Comment on évite que ça reste une belle utopie de salon? C'est là qu'intervient la gamification.
L'auteur a pensé à ça et propose de transformer ça en jeu de société avec des outils comme le loto des connaissances et la fiche d'arborescence. L'idée, c'est de rendre la résilience visuelle et amusante. Ok, et comment elle marche concrètement, cette fiche d'arborescence? C'est très simple, chaque personne remplit sa fiche de paix intérieure. Elle est divisée en 9 thèmes vitaux, par exemple l'eau, le chauffage, la nourriture, la santé, etc. Et le but, c'est quoi? Pour chaque thème, tu dois trouver et lister 5 ressources humaines locales capables de t'aider. Ça peut être un savoir-faire, quelqu'un qui a un outil spécifique ou de la main-d'œuvre. Et il y a une histoire de code couleur, c'est bien ça? Oui, un feu tricolore pour visualiser tes faiblesses directes. Si pour le thème de l'eau, tu as entre 0 et 2 contacts, ta case est rouge. C'est une zone de vulnérabilité maximale. Rouge, c'est alerte. Jaune, c'est quoi? Jaune, c'est entre 3 et 4 contacts. Tu es en transition. Et vert, le but ultime, c'est quand tu as sécurisé 5 contacts robustes. Là, tu as atteint la zone de paix. C'est génial parce que ça révèle les failles d'un quartier bien avant qu'une crise n'éclate. Le texte parlait d'une situation avec l'eau potable, je crois. Oui. Si les habitants font un loto des connaissances, ils comparent leurs fiches. S'ils voient que 10 personnes cherchent de l'aide pour filtrer l'eau, mais que 0 personne a l'expertise ou le matériel, Le diagnostic est immédiat. exactement. Le groupe sait instantanément qu'il a une faille critique. Au lieu de paniquer, ils peuvent décider d'envoyer quelqu'un se former ou d'acheter un filtre collectif. Ça transforme une faiblesse invisible en plan d'action préventif. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Ce que je trouve remarquable, c'est que ça change la nature de la victoire sociale. On gagne plus en écrasant les autres, on gagne seulement quand tout le monde a enlevé ses cases rouges. Et il y a un effet secondaire que j'ai trouvé génial dans la source concernant les gens un peu discrets. Ah oui, la valorisation des introvertis. Dans notre société pyramidale, les pouvoirs vont souvent à ceux qui parlent fort, qui ont du charisme ou qui font de grands discours en réunion. Alors que là, Là, la fiche d'arborescence s'en fiche de ton éloquence si t'es quelqu'un de super taiseux, mais que t'es le seul du quartier à avoir une fendeuse à bois ou à savoir souder des circuits électroniques mécaniquement, ton nom va apparaître dans les cases vertes de tout le monde. tu deviens le héros silencieux du quartier. C'est une reconnaissance par l'utilité pure, pas par les sbroufs ou le compte en banque. C'est vraiment une structure qu'on peut mettre en place dès aujourd'hui, juste avec un papier et un stylo. C'est la synthèse du document. Passer de la séparation à l'interdépendance, du PIB au BIB, c'est pas un doux rêve pour dans 50 ans. C'est une architecture sociale pratique qu'on peut commencer à dessiner là, maintenant, avec ses voisins. C'est une réflexion vertigineuse, honnêtement, quand on y pense. Et ça, c'est une petite idée finale pour ceux qui nous écoutent. Imaginez si, demain, une méga panne informatique mondiale paralysait toutes les banques. Tous ces serveurs, ces applications qui nous disent combien on possède hors ligne. Pendant des semaines, tout notre argent numérique s'évapore dans la seconde. Dans ce silence absolu, est-ce que notre véritable valeur nette, notre vraie richesse, ne serait pas mesurée exactement par le nombre de cases vertes qu'on a réussi à cocher sur cette fameuse fiche d'arborescence humaine? C'est une question qui mérite vraiment qu'on s'y attarde, quand on regarde nos propres réseaux aujourd'hui. En tout cas, c'était une exploration passionnante.